Bonjour à tous, je m'appelle Estelle Abou et je vous souhaite la bienvenue sur Réel. Avec ce podcast, je donne la parole à des personnalités qui ont un impact positif, réel, sur l'autre, l'économie, l'environnement ou les générations futures. Par leurs actions, leurs entreprises, leurs pensées, leurs œuvres ou leurs visions, ces hommes et ces femmes contribuent d'une manière ou d'une autre au monde de demain et à celui d'aujourd'hui. Si vous aimez le podcast et que vous voulez me soutenir dans ma démarche, la meilleure manière de le faire, c'est de vous abonner, de mettre 5 étoiles à l'épisode, de le commenter ou encore d'en parler autour de vous sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Alors je vous souhaite une très bonne écoute et on y va. Mona Jafarian, présidente et cofondatrice de Femmes Azadi, Made in Iran, je crois que ça s'appelle comme ça, féministe, universaliste et athée, conférencière et consultante. C'est comme ça que tu te décris. Je suis vraiment honorée de te recevoir dans mon podcast. Un grand merci d'être là. Je te suis avec énormément d'attention et quasi quotidiennement. J'admire ton courage au féminin. Tous tes propos, j'aurais pu les dire. Donc un grand merci et sans plus tarder, même si j'ai dit pas mal de choses, je vais te demander, si ça ne te dérange pas, de te présenter. Peut-être de la même manière que je l'ai fait, mais en tout cas, te présenter comme tu le souhaites. Bonjour, merci de me recevoir. Alors effectivement, je suis Mona, j'ai 41 ans, je suis maman de 2 petites filles et je suis présidente de l'association Femmes Azadi qui a donc comme objectif de porter la voix du peuple iranien en Occident et notamment en France via des actions politiques, événementielles, des manifestations, etc. Et je consacre la quasi-totalité de mon temps à cette lutte pour la liberté de mon peuple. J'ai envie de te poser une question de but en blanc que je ne pose jamais finalement en début d'interview, mais vu que l'actualité est assez prégnante et présente, comment vas-tu et comment réagis-tu suite à la mort accidentelle, vraisemblablement, de personnages gouvernant l'Iran ? En 3 mots, je suis hélicoptère. Écoute, on est bien 80 millions d'Iraniens à avoir le cœur beaucoup plus léger aujourd'hui. C'est peut-être compliqué extérieurement de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a une telle joie aujourd'hui dans le cœur des Iraniens, mais il faut savoir que Ibrahim Raïssi est surnommé le boucher de Téhéran et c'est parce qu'en fait en 1988 il faisait partie de ce qu'on appelle les tribunaux de la mort, et donc c'est des tribunaux qui en l'espace de quelques semaines ont fusillé et pendu 30 000 Iraniens. Donc je ne sais pas si on arrive à réaliser ce que ça peut vouloir dire, et depuis toute sa carrière n'a été que répression, torture, pendaison, viol. Il a été particulièrement actif dans la répression des manifestants du mouvement Femmes Vie Liberté, et c'est vrai que nous on vit tous avec les cris, les pleurs et la douleur des familles des victimes, de tous ces jeunes qui ont été tués, torturés, et voir cet hélicoptère s'écraser, je sais pas si c'est le karma, mais en tout cas si c'est le karma, longue vie à lui. Et en plus, il y avait également Abdollahian, qui est donc le ministre des Affaires étrangères, et on n'oubliera jamais ses sourires à l'ONU quand on lui demandait mais que pensez-vous de la mort de tous ces jeunes, pourquoi tuez-vous ces jeunes, et qu'il rigolait en disant mais personne ne meurt chez nous, arrêtez un peu votre cinéma. Et voilà, aujourd'hui c'est à nous de célébrer maintenant. Comment tu interprètes la suite ? C'est-à-dire, est-ce que tu penses que ça va vraiment changer quelque chose ? Est-ce que ça va... avec ton recul, comment tu vois les choses ? Est-ce que ça va changer quelque chose ou ça va rien changer ? Alors, ce qui est un peu compliqué peut-être à réaliser, c'est que après la mort de Mahsa Amini, ce mouvement qui a démarré, l'Iran s'est embrasé. Donc, on a vraiment eu énormément de monde partout dans la rue, toutes les couches sociales, toutes les villes. Et donc, les gens voyaient finalement toutes ces révoltes de rue. Donc, ils se sont dit, c'est bon, c'est la révolution. Et quand ça s'est calmé dans la rue, tout le monde s'est dit, ah bah mince, en fait, c'est fini. Mais c'est pas fini. C'est pas fini et ça continue depuis. La grande majorité des Iraniennes ont fait tomber le voile. La République islamique est complètement dépassée. Alors, souvent, on nous dit, oui, mais les Iraniennes, elles mènent une lutte pour ou contre
pour la liberté de porter ou non le voile. C'est faux, en fait. Les Iraniennes, elles sont en train de mener une révolution pour faire tomber tout le régime. C'est pas juste une question de voile. C'est-à-dire que même si demain, le guide suprême, qui ne le fera jamais, mais venait à dire le voile n'est plus obligatoire, ça ne changerait absolument rien à tout ce qui est en train de se passer. Et du coup, la révolution a pris d'autres formes. Donc les gens, effectivement, les femmes font tomber le voile, les hommes les soutiennent. Donc on voit très souvent des gens danser dans la rue, faire la fête. Il y a énormément de grèves. Donc on a des grèves dans le milieu hospitalier, dans le milieu scolaire, dans l'industrie pétrochimique. Donc tout aujourd'hui est raison à résistance. Le régime est très affaibli de l'intérieur. Donc c'est vrai que vu de l'Occident, on a l'impression qu'ils sont très forts, qu'ils sont intouchables. Et finalement, même l'attaque qu'il y a eu contre Israël montre qu'ils sont aux abois. Ils n'ont plus rien que leur proxy terroriste. Ils n'ont plus rien que le soutien d'islamistes à l'extérieur du pays. Mais à l'intérieur même, la République islamique est déjà terminée dans l'esprit des gens. Et on sait que les révoltes de rue vont recommencer. On sait que à l'intérieur même du régime, il y a des conflits de plus en plus grands. On sait qu'il manque aussi de liquidité. Donc, on est vraiment sur un régime en fin de vie qui s'accroche aux branches. Et l'hélicoptère leur a mis un coup en plus. Voilà. Donc, on attend de voir comment les choses vont évoluer. Mais c'est sûr qu'elles ne se présentent pas très bien pour eux. Mais c'est vrai ce que tu dis, parce que les gens le voient comme un État très puissant, comme un régime diabolique. Donc, forcément, ça effraie, mais ils gardent quand même mainmise sur des réseaux terroristes, sur j'ai envie de dire, un endoctrinement puissant, et notamment auprès du Hamas. On peut penser, on pense en toute logique qu'il y a des liens qui ont été prouvés. Donc vraisemblablement, les gens assimilent, on va dire, les réseaux terroristes existants aujourd'hui, en tout cas terroristes islamistes radicaux, comme étant liés de près ou de loin à l'Iran. Mais en fait, quand nous on dit que c'est les plus grands financiers du terrorisme mondial, c'est une réalité puisque ce n'est pas que le Hamas. Il y a le djihad islamique palestinien, il y a le Hezbollah, il y a toutes les milices chiites en Irak, il y a aussi l'aide au massacre du peuple syrien en Syrie. On parle quand même de 500 000 civils tués. Les gens ont tendance à oublier, et ce que moi j'appelle les idiots utiles qui glorifient ce régime parce qu'ils crient à la destruction d'Israël, oublient que Khamenei et son régime sont responsables de la mort de près de 4 millions de musulmans à travers le Proche et le Moyen-Orient. Les sunnites sont leurs premières victimes puisqu'ils les détestent viscéralement. Donc finalement, cette union maléfique qu'on voit aujourd'hui entre les frères musulmans et la République islamique n'a qu'un seul but. Tout le monde pense que c'est la destruction d'Israël, mais Israël est juste un levier pour permettre la destruction de l'Occident et des valeurs occidentales. Et chaque fois qu'on voit des atteintes à la laïcité, à la liberté d'expression, qu'on voit de la montée de l'intégrisme, et on la voit, elle est visible sous nos yeux tous les jours quand on sort dans la rue, tout ça est lié à tous ces réseaux qui sont toujours sous la coupe de la République islamique. Ils ont également leurs alliés très puissants en Turquie. Donc c'est vrai qu'il y a cet axe qu'on peut qualifier d'axe du mal aujourd'hui, qui est clair, qui est identifié, mais malheureusement on assiste aussi à une grande lâcheté des gouvernements occidentaux, parce que sans leur soutien entre guillemets et sans ce manque de sanctions et d'actions, la révolution Femmes, Vie, Liberté aurait certainement été victorieuse. Et pour nous, c'est une aberration aujourd'hui de voir que ce qui leur permet aussi de tenir encore, c'est le fait qu'on courbe les chines face à eux et qu'on les voit comme beaucoup plus puissants que ce qu'ils sont vraiment. Ça me laisse sans voix. Mona, tu as un parcours qui est forcément marqué par la mort de personnages pas forcément très connus en France, parce qu'il faut quand même se renseigner un minimum sur ce qui se passe là-bas. Mais ça a marqué un virage dans ton parcours à toi, dans ton parcours personnel. Qu'est-ce qui a été le déclencheur et surtout à quel moment ça s'est passé ? Est-ce que tu peux revenir un tout petit peu sur ton arrivée à ce combat Voilà. Juste ton parcours, je vais pas te redemander quelles étaient tes notes au bac, mais juste savoir à peu près d'où tu viens et pourquoi tu es là maintenant. Voilà.
Ben moi, j'avais une vie plutôt tranquille. Hein. Alors, je te parlerai pas de mon bac, mais j'ai fait une école de commerce. Ouais. Et peu de temps après, en fait, j'avais un rêve, c'est d'être architecte, mais pour mon père, c'était pas un métier. Voilà, je sais pas pourquoi. Il voulait à tout prix que je fasse une école de commerce, donc j'ai suivi le T'inquiète pas, paternel. j'avais la même chose chez moi. Et donc après, je me suis lancée dans la décoration d'intérieur, et donc j'avais mon agence de décoration d'intérieur. Quelques années après, je suis devenue en plus créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. Je venais de fêter mes 40 ans, et ma mère était en Iran depuis 1 an. Et son appartement était pas loin de l'hôpital où était hospitalisé Marcin Amini, qui avait été donc battu pour un voile mal porté. Et donc elle m'annonce, donc j'oublierai pas, à 15h45 le 16 septembre, la fille est morte, Mona. Et donc moi je réalise pas tout de suite, je me dis ouais bah ils ont encore tué une femme en Iran pour un voile mal porté. Et elle arrête pas de me dire Mona, je te jure, il se passe un truc là, c'est pas comme d'habitude. Et effectivement, je regarde des infos iraniennes, hein, parce qu'en France, il se passait pas encore grand-chose. Et là, je réalise tout de suite que c'est une révolution. Et donc, je regarde ces images de tous ces jeunes dans la rue, de ces femmes qui brûlent leur voile, de ces morts aux dictateurs. Et je sais pas, il se passe un truc en moi. Et en même temps qu'il y a cette joie de voir le peuple se lever, on voit chaque seconde, chaque minute le visage des victimes. Donc on parle de gosses qui ont entre 15 et 22 ans, battus à mort, violés, torturés, pendus. Et ça, je me dis, si je veux survivre à ça, si je veux survivre à cette douleur, il faut que je fasse quelque chose en fait. Si je reste sans rien faire, donc en fait j'ai fait un basculement total de ma vie. J'ai perdu tous mes contrats, j'ai perdu mon travail, les marques ont déserté. Mais c'était un choix assumé. C'était aussi un choix par rapport Du jour au lendemain. Du jour au lendemain, puisque quand on est politisé, surtout pour ce genre de cause, y a plus grand monde qui veut continuer à travailler avec toi. Mais c'est pas grave, je sais pas, j'avais pas d'autre choix de toute façon. Si je voulais survivre, il fallait que je fasse quelque chose. Et donc très vite, on a créé ce collectif de femmes franco-iraniennes et on a commencé à mener beaucoup d'actions avec l'Assemblée nationale, le Sénat, avec des personnalités. On a organisé des manifestations. En fait, on a fait tout ce qu'on pouvait pour être leur voix, et aussi énormément de création de contenu sur les réseaux sociaux. Donc là, aujourd'hui, c'est une de nos plus grosses armes, de pouvoir, là où parfois les médias ne comprennent pas ce qui est en train de se passer, ou font de désinformation de manière involontaire, parce que c'est compliqué de comprendre aussi ce qui est en train de se passer à l'Iran et de ne pas se faire avoir par la propagande du régime. Eh bien, nous, on arrive aujourd'hui à porter leur voix, et on voit que les gens comprennent enfin qui est le peuple iranien et à quel point il est à l'opposé de la République islamique, parce qu'on a un peuple très laïque. On a la jeunesse la plus éduquée et instruite du Moyen-Orient, et même plus instruite que l'Europe. Bah, bien sûr. Donc on a tendance à ne pas le savoir, et un peuple super laïque et donc vraiment à l'opposé. Et voilà, et je pense que c'est une de nos plus grandes victoires aujourd'hui, de voir des gens nous dire merci, grâce à vous, j'ai compris qui vous étiez. Bah, c'est mon cas. Et alors moi, ce qui m'a vraiment bluffé, tu parlais d'instruction et de culture, mais c'est vraiment ta plume. C'est-à-dire que j'ai vu une vidéo de toi, je pense que c'était lettre d'une féministe, ça devait être dans les premières vidéos que tu as faites, et je me suis dit, mais qui est cette femme qui parle si bien et qui écrit si bien? C'est-à-dire j'ai été bluffée, mais vraiment, parce que, pour ne pas me vanter, mais je lis beaucoup et je vois beaucoup de gens, et je me dis, mais c'est d'un niveau, d'où ça te vient en fait? C'est-à-dire que, tu vois, il y a quand même, mon père me disait souvent, le peuple père, c'est quand même au-delà des autres, et là je me dis, bah il a raison. Enfin, non, mais c'est vrai, je te dis pas ça pour te faire plaisir, mais je dis le niveau, le phrasé, la manière dont tu as de tourner les mots, je me dis c'est d'un autre temps quand même. Enfin, c'est impressionnant, impressionnant. Donc toi, comment t'expliques ça? Je ne sais pas, je sais pas, peut-être parce que ça vient des tripes et aussi parce que moi je suis française aussi, je suis pas que iranienne, j'ai grandi ici, même si j'ai fait des allers-retours avec l'Iran toute ma vie. Et cette inversion des valeurs que je vois aujourd'hui, c'est tellement hallucinant pour moi de voir qu'on a une jeunesse qui a été élevée, qui a grandi surtout dans un pays où la propagande fait rage. Donc on parle quand même de gamines qui sont voilées de force dès le CP, d'écoles dans lesquelles le matin en arrivant en cours on vous demande de crier mort à Israël, mort aux États-Unis. Et cette jeunesse-là aujourd'hui refuse de marcher sur le drapeau américain, parle de laïcité, refuse le voile, refuse l'islamisme. Et nous qui sommes ici en Occident, donc dans des pays libres et laïques, eh bien, on bafoue tous nos droits, on soutient des mouvements terroristes. Moi, quand j'ai commencé à prendre la parole sur les réseaux sociaux,
naïvement, je pensais que je verrais des milliers de femmes dans les rues, que toutes les féministes se soulèveraient d'une seule voix avec nous. Et puis ça a été le néant. Mais le néant, c'est-à-dire que j'envoyais des mails, j'envoyais des textos, j'interpellais sur les réseaux sociaux, même des gros comptes que j'adorais suivre, avec qui j'échangeais. Et je me disais, mais pourquoi ce silence ? Pourquoi personne ne parle ? On est face à la plus grosse, la seule même révolution féministe au monde, où des hommes sortent dans la rue mourir en criant « femme, vie, liberté ». Et elles sont pas là. Personne n'est là, ni les dirigeants, ni les féministes. Tout le monde a déserté. Et je pense que c'est cette rage qui fait qu'aujourd'hui, quand je prends la parole et que j'enregistre des vidéos, bah ça donne ça, quoi. C'est un cri du cœur. Il y a du talent quand même. Merci. Non, je reviendrai sur des exemples. Je vais passer tout de suite à la question d'après parce que j'avais une question sur ce que vive réellement le peuple iranien, mais c'est surtout ce que tu viens de dire sur le féminisme. Comment tu expliques ce silence et surtout comment certaines peuvent le défendre, ce silence, au nom de la liberté de culte, finalement? Mais c'est plus du féminisme. Moi, je vais être très honnête avec toi, on est tombé dans une espèce de spirale du politiquement correct. Et moi, je le dis tout le temps, le mot préféré de Khomeini, c'était islamophobie. Il adorait ce mot parce que du coup, ça l'empêchait. Ça lui permettait d'empêcher les gens de parler. Et d'ailleurs, quand les femmes iraniennes ont refusé de se voiler de force, en 1980, après la révolution islamique, il les traitait d'islamophobes. Il disait, vous êtes islamophobe parce que vous refusez de vous voiler. Et 45 ans après, pour nous, l'Occident a 45 ans de retard sur nous. Hein. Donc tout ce qui s'est passé chez nous, on est en train de le voir aujourd'hui là. Et en fait, elles étaient tellement matrixées, on est tellement matrixées dans le fait de se dire la liberté de choix, la liberté de porter ce qu'on veut. Et en fait, on a l'impression qu'on est en train de parler de casquette, en fait. Donc oui, une liberté de porter une casquette, un bob, un béret. Sauf qu'on est en train de parler d'un voile, qui est un voile islamique, et qui est un étendard de l'islamisme. Donc c'est-à-dire qu'à partir du moment où une femme accepte ce voile sur sa tête, elle accepte d'être la moitié d'un homme. Elle accepte que sa parole va être la moitié de celle d'un homme, son héritage aussi, qu'elle ait moins de droits que lui, qu'elle ait besoin d'une tutelle masculine. Donc, c'est un libre choix. Si une femme veut s'y soumettre, c'est sa liberté de culte, elle peut le faire. Mais que des féminismes défendent ce principe, pour nous, c'est une aberration. Parce que quand on voit que les ultra-catholiques aux États-Unis interdisent l'avortement, elles sont toutes dans la rue en train de le dénoncer. En disant, au nom de votre religion, vous êtes en train d'interdire des femmes d'accéder à l'avortement. Donc pourquoi, quand c'est le christianisme qui est mis en cause dans sa forme la plus extrême, elles sortent dans la rue, mais quand c'est l'islamisme qui aujourd'hui dirige et opprime des millions de femmes à travers le monde, silence radio, parce qu'elles ont peur d'être traitées d'islamophobes, parce qu'elles ont peur que du coup les gens stigmatisent les femmes voilées en France. Mais c'est ça qui fait qu'on stigmatise, c'est ce silence en fait. En fait, on est dans un pays où la laïcité veut dire liberté de culte, donc qu'elle soit libre de le porter, qu'elle le porte, mais que des féministes en arrivent à les soutenir, pour nous c'est une aberration et c'est une très 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 grosse hypocrisie. J'en vois de plus en plus. C'est-à-dire que j'essaye d'expliquer pourquoi. Tu vois, dans le fond, je suis complètement cash avec ça, hein, mais je l'assume, c'est pas grave. J'arrive pas à comprendre pourquoi ces femmes n'arrivent pas à se dire, à l'autre bout de la terre, mais c'est finalement pas si loin que ça, certaines se battent pour ne pas le porter, et nous, on se bat pour le porter. J'arrive pas à comprendre ça. J'arrive pas, et Dieu sait que j'essaye de le comprendre, mais j'y arrive pas. Alors, c'est compliqué d'analyser la situation, mais c'est vrai qu'on a quand même pris beaucoup de temps entre nous dans l'association pour essayer de comprendre, parce que c'est vrai que quand nous on allait au collège ou au lycée, il y avait personne qui portait le voile, même dans la rue il y avait personne qui portait le voile, et aujourd'hui on voit bien quand on sort dans la rue qu'elles sont de plus en plus jeunes et de plus en plus nombreuses. Alors on a essayé de comprendre, et puis finalement ce qui nous vient, déjà il y a énormément de propagande. Quand on se balade sur TikTok, quand on se balade sur Instagram, on voit les vidéos où on explique aux jeunes que si on veut être une femme respectée, une femme digne, une femme à marier, il faut être voilée parce que les autres, c'est des mécréantes, c'est des filles légères, elles veulent twerker en string. Enfin, on leur invente tout un lexique pour leur dire finalement, si tu veux être respectée, il faut porter ce voile. Et d'ailleurs, on le voit que c'est de plus en plus extrême, puisque même celles qui portent le voile, dès lors où elles sont sur les réseaux sociaux, elles vont avoir, et moi je lis ces commentaires-là pour comprendre le phénomène, pourquoi il y a de la musique derrière toi, tu n'as pas le droit, c'est haram, pourquoi est-ce que ton voile il est pas super bien mis, pourquoi est-ce que tu portes du maquillage, t'as du vernis, donc ça veut dire que tu fais pas la prière, donc tu mens, t'es pas une vraie musulmane. Donc même quand elles se voilent, c'est pas assez. On continue à les pointer du doigt. Et ensuite, il y a
on est vraiment dans un cercle vicieux aujourd'hui où c'est souvent des jeunes filles qui se sentent stigmatisées déjà à la base, qui peuvent se sentir victimes d'un rejet de la société. Donc elles ont besoin de se raccrocher à une idéologie dans laquelle elles seraient respectées. Donc elles se disent, si je me voile, je vais être respectée par les miens, par ma communauté. Donc au moins j'aurai le tampon de validation de quelqu'un, et plus elles le portent et plus elles sont stigmatisées. Donc en fait on est dans un cercle vicieux où plus elles vont être pointées et plus elles vont se radicaliser. Et c'est pour ça que je dis que finalement cette interdiction de l'abaya qui a eu lieu et qui est une aberration pour moi, qu'aujourd'hui des femmes même se battent pour le porter, parce en Arabie Saoudite, en 2017, il y a eu un grand mouvement qui s'appelait l'abaya à l'envers. Et les femmes risquaient leur vie en Arabie Saoudite pour sortir dans la rue avec l'abaya porté à l'envers pour dire je ne veux plus le porter. Et donc MBS, donc le roi d'Arabie Saoudite, a fait interdire dans les écoles l'abaya pour les examens. Donc c'est les premières étapes et elles ne sont plus obligées de le porter. Donc on voit bien qu'il y a quand même une connotation religieuse dans l'abaya, même si on veut nous faire croire le contraire ici. Mais c'est vrai que le gouvernement interdise des gosses, c'est des gosses, 15 ans, 16 ans, de porter l'abaya, pour moi, c'est un peu ridicule parce qu'on est en train de traiter le problème à la conséquence. Alors que c'est les réseaux d'endoctrinement, c'est toute cette idéologie qui est en train de se mettre en place insidieusement, sur lesquels des chercheurs alertent depuis 20 ans, qui font qu'aujourd'hui, on en est à un stade où, quand vous sortez dans la rue, vous voyez pas des jeunes filles porter juste le voile. Là, c'est vraiment des tenues très, très austères de mouvements wahhabites, salafistes. Donc, il est grand temps que nos dirigeants agissent, mais à la source, pas à la conséquence. Je sais pas s'ils peuvent le faire. Honnêtement, je sais pas. Ils peuvent. Ils savent bien. Mona, je t'ai vu apparaître. Alors attends, non, j'aimerais quand même qu'on essaye, même si tu l'as dit rapidement, mais est-ce que parce que certaines personnes qui nous entendront, et c'est normal, ne savent pas réellement ce qui se passe en Iran. C'est-à-dire que tu parlais tout à l'heure de lapidation, enfin d'horreur absolue commise sur le peuple iranien, mais est-ce que tu pourrais éventuellement, même si je déteste faire ça, parce que c'est pas des cas ou c'est pas des exemples, mais il y a quand même des cas récents, très même actuels, de jeunes qui sont emprisonnés et qui sont condamnés à mort. Donc, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Oui. Aujourd'hui, en fait, la République islamique n'est que répression. Donc, tout est sujet à répression de la manière la plus barbare et cruelle possible. Il y a un rapport de 120 pages d'Amnesty International qui est sorti sur les viols et les tortures subies par les enfants, les femmes et les jeunes hommes en détention. La peine de mort est appliquée dès 9 ans pour les jeunes filles, pour les enfants, quand c'est des filles, et de mémoire 13 ou 14 ans pour les garçons. En ce moment, on a un rappeur très très connu, qui est une star énorme en Iran, mais qui est surtout la voix de son peuple, parce que tous ses textes sont très engagés, et qui a soutenu les jeunes pendant les révoltes, qui est descendu lui-même dans la rue, qui s'appelle Toumaj Salehi, voilà. Et qui a été condamné à mort pour avoir chanté, pour avoir dénoncé le régime. Et ils sont des centaines, des milliers comme ça. On estime à 20 000 le nombre de jeunes qui ont été arrêtés juste pour avoir manifesté dans la rue et avoir réclamé la démocratie et la liberté. Tous les jours, il y a des viols, des tortures, des électrocutions, des mutilations, des amputations à vif. C'est inimaginable, la cruauté et la barbarie de ce régime. C'est pour ça que souvent les gens disent « Mais pourquoi le peuple iranien se révolte pas ?» Mais ils se révoltent. Ils se sont révoltés en 2009, ils se sont révoltés 2-3 ans après, ils se sont révoltés en 2017, en 2019, en 2022, en 2023. Ils sortent dans la rue, mais en l'espace de quelques jours, c'est des milliers de personnes qui sont massacrées dans l'indifférence de la communauté internationale. Donc c'est des gens à main nue qui essayent juste de réclamer la liberté face à des terroristes, parce que c'est des vrais terroristes. Ils n'ont aucune pitié. Ce que le monde a vu le 7 octobre, c'est le quotidien des Iraniens depuis 45 ans. Alors justement, tu as été présente et je t'ai vue, puisque j'y étais aussi, place du Trocadéro. Il y a des rassemblements. Bon, alors là, maintenant, je ne sais pas comment on va faire puisque le Trocadéro est bloqué. Mais en tout cas, il y avait eu des rassemblements pour la libération des otages israéliens détenus par le Hamas depuis le 7 octobre. Tu as été présente. Pourquoi t'as tenu à être là, même si maintenant je comprends pourquoi. Enfin, il y a une réponse dans ma question, mais en tout cas, j'aimerais que tu exprimes ton besoin en fait d'être présente là-bas. Et après, la deuxième question, éventuellement, c'est pour faire un lien entre le peuple
israéliens victimes du terrorisme du Hamas et le peuple iranien, du coup. Voilà. Alors, ça s'explique pas juste sur les attaques du 7 octobre. Il faut savoir que l'histoire entre le peuple perse à l'époque et le peuple juif, c'est une histoire de 3000 ans. C'est vraiment 3000 ans. Ça a commencé avec Cyrus le Grand, qui permit au peuple juif de retourner en Israël pour reconstruire le temple à l'époque. Depuis, il y a une vraie amitié qui a toujours été là, jusqu'à la République islamique. Vous savez, quand la révolution a commencé en Iran, on n'a pas eu beaucoup de soutien à travers le monde. Et l'un des pays où le peuple a été très très présent, c'était en Israël. Donc les gens sont là à chaque fois qu'on parle d'Israël à dire vous soutenez le génocide, vous soutenez ci, vous soutenez ça. Mais le peuple israélien était là pour nous quand quasiment personne n'était là. Il y avait des fresques énormes sur des murs à Tel Aviv, à Jérusalem, pour nos victimes. Peut-être que l'une des seules associations, ici même en France, qui venait défiler avec nous dès les premières manifestations, c'était l'Union des étudiants juifs de France. Parce que peut-être c'est une des communautés qui comprend le mieux ce qu'est le terrorisme islamisme et à quel point il est dangereux et violent. Et quand on a assisté aux attaques du 7 octobre, on n'a pas été très surpris, nous, parce que ça faisait déjà 1 an qu'on alertait. On disait, ils vont frapper, ils sont au bout du rouleau, ils sont aux abois, ils vont devoir activer leur proxy terroriste pour se maintenir en place. Donc quand il y a eu les attaques, on n'a pas été surpris, ni par la barbarie. Donc quand nous, après, on voyait des gens nier l'horreur de ce qui s'était passé, vouloir dire mais non, il n'y a pas eu de viol, mais non, il n'y a pas eu, des personnes ont été éventrées, ça c'est des mensonges. On disait mais ces gens-là sont complètement fous, ils n'ont absolument aucune idée de qui sont ces gens-là. Et donc je crois que c'était dès le lendemain, il y avait une manifestation au Trocadéro. On n'a pas réfléchi, on a été, parce que quand on voyait le visage des victimes, on avait l'impression de voir Mahsa, Nikkor, Hadis, toutes ces jeunes filles iraniennes qui avaient subi la même chose en Iran. Et on s'est dit, c'est notre devoir d'aller, parce qu'en plus, on savait que c'est l'argent du sang du peuple iranien qui a servi à financer ces attaques. On savait que les combattants du Hamas étaient venus s'entraîner à Téhéran. On savait que les otages étaient forcés, parce que nous on avait vu les vidéos qui circulaient sur les réseaux du corps des gardiens de la révolution islamique, où on obligeait les otages à chanter à la gloire de Khamenei. On les entendait même crier en persan. Donc on était d'autant plus meurtris de se dire c'est les richesses de notre pays qui servent à financer tous ces terroristes. Donc c'était un devoir pour nous d'être là et de montrer notre solidarité, et surtout de rappeler à tout le monde que la République islamique n'est pas l'Iran et ne sera jamais l'Iran ni son peuple. Et nous, on est venus soutenir quand on a pu. Et en Iran, le peuple fait la même chose. Et le peuple iranien a tellement soutenu le peuple israélien que la République islamique a dû mettre en place de nouvelles sanctions pour interdire aux gens de montrer du soutien au peuple israélien. Donc c'est dire l'ampleur du soutien. Et je le dis à chaque fois, c'est pas qu'on est insensible aux morts à Gaza, c'est pas du tout ça. C'est qu'on sait qui est responsable, pourquoi ça a été organisé, pourquoi ce sang est versé aujourd'hui et les intérêts de qui ça sert en fait. Tu es finalement assez présente dans plein de, on va dire, dans des manifestations qui ont à cœur de défendre, j'ai envie de dire, la République, la démocratie, enfin de la liberté, et notamment libérons l'école de la haine. Comment tu expliques aujourd'hui cette montée de violence? Mais là, pour le coup, c'est peut-être pas, c'est là, je sors un peu du sujet purement iranien, et comment tu vois cette montée sans commune mesure, sans précédent, de la violence par des jeunes contre des jeunes? Parce que finalement, moi, j'ai pas l'impression, enfin, j'ai le même âge que toi, j'ai pas l'impression d'avoir vécu ça, moi, dans mon adolescence. Du tout. Alors, je peux pas expliquer non plus, peut-être que je me trompe, uniquement ça par les réseaux sociaux. Et je suis intéressante d'entendre une femme qui défend des valeurs communes aux miennes, voilà, sur ce sujet, parce que c'est un sujet qui m'empêche de dormir la nuit, en tant que maman en plus. Ouais, c'est assez inquiétant la montée, cette montée dans les écoles françaises. Et justement, les réseaux sociaux ont une grosse responsabilité, parce que en moyenne, les jeunes passent 4 à 5 heures par jour sur les réseaux sociaux. Pour 65% des jeunes, TikTok est la première source d'instruction et d'information.
Si on passe 2 heures sur TikTok, on comprend tout à fait pourquoi ils ont cette haine aujourd'hui, pourquoi ils sont aussi radicalisés, pourquoi ils comprennent absolument pas ce qui est en train de se passer sous leurs yeux, parce qu'ils sont en permanence face à une propagande. Donc, nous, on apprenait la géopolitique avec des professeurs de géopolitique. On lisait des livres, on lisait des articles, on s'intéressait avec des chercheurs, des spécialistes. Aujourd'hui, c'est des TikTokers qui viennent vous expliquer le droit international, qui viennent vous expliquer la réalité du terrain, qui silencient les peuples. Moi, je le dis toujours, on parle aujourd'hui à la place des Iraniens, on parle à la place des Syriens, des gens qui ont grandi en Occident, qui n'ont jamais mis les pieds au Proche-Orient ni au Moyen-Orient. Et c'est ces gens-là qui sont en train d'expliquer à notre jeunesse ce qui est en train de se passer là-bas. Et voilà ce que ça donne. Du coup, on a des gens qui appellent des terroristes l'axe de la résistance, qui prétendent lutter contre le colonialisme et l'impérialisme, oubliant totalement qu'on a tous été colonisés au moment des attaques arabo-musulmanes dans notre région. Aujourd'hui, l'Iran est colonisé par des ayatollahs et l'impérialisme le plus dangereux auquel on est confronté au Moyen-Orient, c'est l'impérialisme islamiste. Donc tout le monde est focus en ce moment sur le conflit entre Israël et le Hamas, mais on oublie que l'impérialisme islamiste a fait plus de 4 millions de morts dans notre région. Et donc pour nous, ça nous est totalement insupportable de voir des jeunes qui, sous couvert de lutter contre des valeurs qui leur permettent aujourd'hui d'être en vie, bien sûr. On doit le dire quand même, parce que tout le monde, quand on voit que les gens, le mouvement des gilets jaunes pour l'inflation et pour la montée du prix de l'essence, moi j'ai envie de leur dire, si vous réagissez comme ça pour un si petit événement, imaginez que nous, là-bas, aujourd'hui, l'Iran, c'est un Iranien sur deux qui vit sous le seuil de pauvreté. C'est 70% l'inflation, et tout ça parce qu'on a des islamistes qui colonisent nos pays, qui utilisent cet argent pour financer le terrorisme, pour financer la terreur, pour financer le massacre des populations. C'est ces gens-là que vous êtes en train de soutenir. Donc la pire forme d'impérialisme possible. Alors je sais le problème, c'est que les gens ici ne comprennent pas les manipulations. Et les terroristes, les islamistes se servent toujours de nos valeurs contre nous. Donc, ils vont se servir de la liberté d'expression, la culpabilité, parce qu'on va toujours dire aux Français, tu sais, tes ancêtres ont colonisé, tes ancêtres nous ont fait du mal. Donc, du coup, ce poids-là, ils ont besoin d'une certaine manière de se faire pardonner, et ils s'en servent. Voilà. Mais moi, tout ce que je dis, c'est que ça serait bien aussi que peut-être on investisse sur des cours de laïcité dans les écoles et des cours de géopolitique. Mais tu penses que c'est possible? Moi, je suis pas certaine qu'ils puissent le faire concrètement. Ils peuvent pas. Ça va être très compliqué parce que on a essayé juste la projection d'un film sur l'Iran. C'était juste sur l'histoire d'une jeune femme qui avait été victime d'une tentative de viol, qui s'est défendue et qui a été pendue pour ça. Après 7 ans d'enfer dans les prisons iraniennes. Et aucune école n'a accepté de le montrer, de peur de subir des agressions. Moi, je le dis, mais on est en train de banaliser l'inacceptable. Aujourd'hui, on a des profs qui ont été décapités. On a des caricaturistes qui ont été tués à coups de kalachnikov pour des dessins. On a des gens qui sont morts pour avoir assisté à un feu d'artifice, pour avoir assisté à un concert. On a des enfants juifs qui ont été tués à bout portant parce que juifs. Et tout ça au nom de la même idéologie. Et on est en train de le banaliser. On allume des bougies, on met tous un hashtag, plus jamais ça. Et dans les écoles, aujourd'hui, moi, j'ai plus de 100 000 personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux, plus 70 000 sur Femme Azadi. Et quand je vois le retour des professeurs, des parents d'élèves, des délégués de parents d'élèves, c'est effroyable ce que j'ai comme retour. Et on est en train de se mettre des œillères en disant toujours pas de vague. Pas de vague, il faut pas qu'on ait de problème dans la société. Mais à force de dire pas de vague, on a des profs en souffrance, on a des élèves en souffrance, on a des gosses de 8-10 ans qui se font tabasser parce qu'ils respectent pas le ramadan. On a des gamines qu'on traite de mécréantes et qui se font tabasser parce qu'elles sont habillées à l'européenne en Europe. Enfin, je sais pas si on réalise l'ampleur de ce à quoi on fait face. Moi, j'assume très bien, ça fait 1 an et demi qu'on me traite d'islamophobe et de fasciste, mais je le répète encore et encore, les plus gros fascistes sont les islamistes. Donc si vous avez décidé de vous taire, taisez-vous, mais arrêtez de silencier ceux qui parlent, quoi. Tu dois effectivement être, c'était ma prochaine question, être menacé en permanence. Tu dois être attaqué, tu dois être critiqué, tu dois être insulté, tu dois être... je me doute, puisque je prends peur parfois quand je lis des commentaires sous des posts. Enfin, passons. Comment tu vis ça, et
Et comment tu te protèges, en fait, même psychologiquement, je veux dire, parce que tu continues, ça fait longtemps maintenant, chaque jour qui passe doit être quand même assez lourd à passer. Je me demande comment tu tiens, en fait. Même si j'ai compris que c'était la rage et la colère, mais c'est vrai que je vois ce que ça peut faire d'être insulté en permanence. C'est lourd. Je vais pas dire que c'est agréable de recevoir des centaines de messages d'insultes ou de menaces de mort. Je compte plus le nombre de fois où ils ont voulu enlever la tête de mon corps pour la pousser à côté. Enfin, c'est hallucinant. Alors, quand j'ai commencé au début à prendre la parole pour les femmes iraniennes et le peuple iranien, déjà à ce moment-là, je m'attendais pas à recevoir des menaces de mort et des insultes toute la journée. C'était oui, c'est complètement. Ça, c'est que tu t'y attendais pas. Oui, parce que la plupart des gens pensent que c'est depuis le 7 octobre, mais dès le premier jour où ça a explosé en Iran, ces mêmes personnes étaient déjà là en train de nous traiter. En plus, on a quand même un champ lexical qui est hallucinant. Entendre en France des gens qui ont grandi en France, qui ont été élevés en France, parler de mécréants, de péchés, de corruption sur terre. Enfin, on est quand même sur le champ lexical de la République islamique. En s'appelant frère aussi. Moi, ça me choque beaucoup. Qu'on appelle frère des femmes, que deux femmes s'appellent frères entre elles. Et en fait, on se dit, c'est quand même Enfin, c'est complètement hallucinant de se dire que des jeunes qui ont grandi ici et qui n'ont pas la moindre idée de ce que c'est que de vivre dans un pays où la charia règne, où il y a des lois islamiques, se permettent de nous traiter, nous, de mécréantes ou etc. Mais tu sais, moi, j'ai une double souffrance. J'ai la souffrance iranienne de voir mon peuple se faire massacrer pour la liberté, et j'ai la souffrance française de voir mon pays sombrer et d'être totalement endormi face à ce qui est en train d'arriver. On a complètement banalisé cette violence. On a complètement banalisé le fait que c'était normal. Je pense qu'il y a un sujet aussi de se mettre des œillères. Enfin, moi, j'ai été face à des gens qui décident de ne pas regarder. Oui, parce que ça leur fait peur, peut-être. Ou alors qui se disent non, mais c'est une minorité. Oui, mais de la même manière qu'il faut 5 à 7% d'une population pour mener à bien une révolution. Il suffit aussi de 5 à 7% d'une population pour retourner un pays. Et plus on avance, et plus nos valeurs démocratiques et laïques sont attaquées. Et plus on est fragilisé. Depuis 16 ans, les démocraties reculent dans le monde. Donc les gens voient toujours, sont toujours en train de dénoncer le fait que oui, l'État est répressif, il n'y a plus de liberté d'expression, mais le vrai danger, il vient pas de ce côté-là. Et à force de pas vouloir le voir, on est en train d'aller droit dans le mur. Et si tu veux, c'est ça qui fait que j'en ai rien à faire de leurs insultes, j'en ai rien à faire de leurs menaces. Au contraire, je me dis, si vous êtes si énervé, c'est que je suis super efficace. Donc continuez, parce que le jour où vous m'insulterez plus et que vous me menacerez plus, c'est que je deviens trop lisse et que je suis plus un danger pour vous. Donc chaque personne qui ouvre les yeux, et souvent les gens disent mais tu te rends pas compte, tu fais le jeu des extrêmes à cause de toi, machin. Et je dis mais c'est vous qui laissez ce boulevard ouvert aux extrêmes parce que c'est votre lâcheté et votre silence qui fait que certaines personnes peuvent aujourd'hui s'emparer du sujet de la laïcité ou de la sécurité de nos enfants dans les écoles à leur profit. Donc parlons tous, dénonçons tous, et comme ça ce sera pas on fera le jeu de personne en fait. Non, mais d'autant que le jeu des extrêmes n'a plus lieu d'être, puisque c'est un autre sujet et que ça changera rien selon moi. Enfin, je pense pas que ça change quoi que ce soit, mais ça c'est politique. Comment tu vois l'avenir du coup ? Est-ce qu'il y a une lueur d'espoir en tant que maman ? Tu projettes tes enfants dans quoi ? Moi, je te pose la question de manière complètement naïve et relativement inquiète, mais c'est vrai que je me demande en fait. Peut-être par extra lucidité, mais où va le monde et dans quel monde vont vivre nos enfants ? Est-ce qu'il y a une lueur d'espoir ? Est-ce qu'il n'y a plus d'espoir ? Est-ce qu'il faut partir ? Est-ce qu'il faut... Je sais pas. Alors, je te promets que je vais pas faire de la récupération politique et que ce que je vais dire là est très, très, très honnête. L'avenir du monde est en train de se jouer en ce moment. Peut-être que les gens s'en rendent pas compte. Moi, je suis d'accord avec toi. Mais c'est exactement ce qui est en train de se passer sous nos yeux. Si notre révolution est victorieuse, donc si demain la République islamique était amenée à disparaître, c'est tout le Moyen-Orient et le Proche-Orient qui s'apaiserait. Aujourd'hui, le plus grand frein à la paix au Proche-Orient, c'est la République islamique d'Iran. Donc tant qu'elle sera là, il n'y aura aucun espoir de paix. C'est aussi la fin de beaucoup de réseaux de propagande, beaucoup de réseaux terroristes ici même en Europe. C'est aussi un affaiblissement de tout cet axe Turquie, Russie, Iran, etc.
Donc je pense vraiment que ce qui est en train de se passer là-bas va avoir énormément d'impact sur ce que nous vivons ici. Parce qu'un Iran démocratique, un Iran laïque, c'est aussi beaucoup d'espoir pour d'autres peuples autour de nous. Tu sais, pendant les dernières élections en Turquie, Erdogan s'est pris une énorme fessée, mais une énorme fessée du peuple turc. Et tu sais ce que scandaient beaucoup de gens dans la rue? Femme, vie, liberté. Donc c'est là où on voit que par ricochet, ça fait effet partout dans la région. Et donc j'imagine déjà les détracteurs qui vont dire ah oui, mais par contre tu dénonces pas Israël. Et moi je dis toujours Israël c'est une démocratie, que ça vous plaise ou non, en fait c'est une démocratie. Ça fait plus d'1 an que les Israéliens manifestaient dans la rue pour se débarrasser de Netanyahou. Aujourd'hui on sait qu'il y a 87% des Israéliens qui le considèrent comme responsable aussi de ce qui s'est passé le 7 octobre, et il est très très peu probable qu'après tout ça il reste en poste. Mais c'est une démocratie, donc les gens voteront et il partira. Donc c'est pas vraiment lui le gros frein aujourd'hui à tout ce qui est en train de se passer. Par contre, nous tous, nous, les Yéménites, les Iraniens, les Libanais, les Syriens, nous on peut pas manifester librement. Nous on peut pas voter pour se débarrasser de nos tyrans. Donc il est du devoir de tous ces gens qui manifestent aujourd'hui pour dire, soi-disant, ils manifestent pour la paix, d'être nos voix à nous. Donc quand vous sortez dans la rue en criant From the river to the sea, en voulant faire disparaître l'État d'Israël, vous nous aidez pas, vous aidez personne. Hein. Vous êtes ni les Palestiniens, ni les Iraniens, ni rien. Si vous voulez aider vraiment tous ces peuples-là, commencez à manifester en dénonçant tous ces tyrans qui se servent de la cause palestinienne aujourd'hui pour verser non pas que le sang des Gazaouis, mais aussi celui de centaines de milliers de personnes au Proche-Orient, parce que nous, on n'a pas la liberté de pouvoir parler. Donc si demain vous venez à nos côtés et qu'on manifeste tous ensemble contre ça, je pense que beaucoup de choses changeront. Mais je le répète, sans éducation, on n'y arrivera pas. Et il faut éduquer les foules. Sans rentrer dans les détails de ta vie personnelle, est-ce que tu te sens avoir un relais aujourd'hui? Est-ce que tu te sens relayé suffisamment? Non, pas du tout. On a de plus en plus de personnes qui nous rejoignent et systématiquement, la première chose qu'on nous dit, c'est « Merci, grâce à vous, j'y vois plus clair dans ce qui se passe ». Tu sais, il y a quelques jours, je sais pas pourquoi, j'ai décidé de prendre 3 heures en pleine nuit pour parler avec 3 personnes pro-palestiniennes qui sont arrivées en m'attaquant. Alors normalement, j'efface et je bloque. Et là, je sais pas pourquoi, j'ai pris le temps. Et on a passé plusieurs heures à parler par message sur Instagram. Et à la fin, elles ont compris. Elles ont compris que il n'y a pas de être pro-israélien ou pro-palestinien. En fait, être pro-paix, déjà, ça demande beaucoup plus de courage que de choisir un camp. Et surtout, elles ont compris la logique géopolitique qui était là. Pourquoi il y a eu les attaques du 7 octobre? Quel était le but réel de ces attaques? Quelles étaient les conséquences que la République islamique, que le Hamas, que le Hezbollah voulaient. Et je leur ai même envoyé des vidéos, des discours même des dirigeants de la République islamique qui disaient « c'est une guerre à petit feu qu'on mène à l'Occident ». Et le but de ces attaques était de faire naître un tel antisémitisme partout à travers le monde pour pouvoir lever des foules et nous en servir comme pouvoir de négociation ensuite. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Et si on regarde les dirigeants du monde, tout le monde fait pression sur Israël aujourd'hui. Faites pression si vous voulez. Mais quand est-ce que vous allez faire pression sur le Qatar, sur la République islamique? Quand est-ce que vous allez les menacer, eux, aujourd'hui, de sanctions, de bannissements diplomatiques, économiques, etc., si ils n'arrêtent pas de financer des mouvements terroristes, si ils ne demandent pas la libération des otages, s'ils ne démilitarisent pas le Hamas? Aujourd'hui, quelle est ta... déjà, j'espère que tu vas rester en France. J'espère que tu n'ambitionnes pas de partir. Je partirai quand on aura libéré l'Iran. Voilà. Bon, bah c'est bon alors. J'irai un petit peu vivre là-bas aussi. Je te le souhaite. Parce que c'est un beau pays. En tout cas, c'est un très beau peuple, quoi qu'il arrive, parce que moi, je suis profondément touchée par cette cause. Et effectivement, dans ce que tu dis, finalement, on a beau dire, et je veux pas être féministe à outrance, mais je pense que ça doit se passer par les femmes. C'est-à-dire, j'ai toujours eu la conviction que le changement de paradigme et l'inversement du monde devait obligatoirement passer par les femmes. C'est ma conviction. Après, je peux me tromper et je peux en parler pendant des heures, mais en tout cas, je le crois. Mona, pour finir, est-ce que tu aurais éventuellement quelque chose à nous révéler? Est-ce que tu vas sortir un livre? Est-ce que tu vas, je sais pas, quelque chose que tu peux dire ou pas? Parce que je pense que il y a des choses qui doivent se passer dans ta vie, mais est-ce que tu veux nous révéler quelque chose ou c'est trop tôt pour le moment? Ouais, il y a un livre qui va arriver bientôt. Bon, bah cool, parce que c'est ce que je voulais. et on va
se développer en médias. On va aussi essayer de pousser un peu nos contenus de manière plus professionnelle, parce qu'aujourd'hui, je suis toute seule à créer du contenu. Donc, c'est énormément de travail. Donc, c'est moi face à un téléphone en train de monter des vidéos, traduire toute la journée. Ouais. Et donc là, on aimerait vraiment le pousser pour avoir du contenu pour vulgariser la géopolitique, parce que je pense vraiment que c'est par le savoir qu'on changera les choses, et il est temps de donner la parole aux gens concernés. J'espère bien. Est-ce que tu veux... Ah tiens, attends, je t'ai pas posé coup de cœur, coup de gueule. Je pose toujours à mes invités cette question, en fait cette double question, qui est à la fois un coup de cœur. Bon, coup de gueule, t'en passes quand même toute la journée, donc je ne sais pas si t'en as un autre à donner. Mais est-ce que t'as un coup de cœur à nous communiquer Je sais pas, ça peut être peu importe, quelque chose qui t'a touché, que tu as lu, que tu as vu, série, livre, pièce de théâtre, même si je doute que tu aies beaucoup de temps, mais en tout cas, voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose récemment qui t'a marqué ? Alors, je vais être très honnête avec toi. À part regarder la géopolitique et l'actualité, je fais pas grand-chose. Donc, si j'avais un coup de cœur aujourd'hui, ça serait juste, comme j'ai commencé l'émission, l'hélicoptère. Voilà. Et du coup, ça fait office de coup de gueule aussi ou pas ? Ou est-ce que t'as vraiment un truc en particulier où tu te dis ça ? Si, j'ai un coup de gueule. La minute de silence de l'ONU et au Conseil de sécurité de l'ONU, parce que ça fait 1 an et demi qu'on attend des sanctions réelles contre la République islamique, et après leur avoir donné la Commission des droits des femmes, la Commission des droits de l'homme, la Commission du désarmement, voilà maintenant qu'ils se lèvent tous et qui font des minutes de silence pour le boucher Téhéran, et je trouve que vraiment honteux, vraiment. Mona, un immense merci de m'avoir consacré de ton temps précieux. Merci. Continue. En tout cas, moi, je serai toujours à tes côtés et tu reviens quand tu veux dans le podcast. Merci. À bientôt. Voilà les amis, c'est la fin de cette interview, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de partager l'épisode via les plateformes d'écoute comme Acast, Apple Podcasts, Spotify ou votre application de podcast préférée. Le partage et la notation du podcast sont super importantes pour moi, donc je compte sur vous pour mettre des étoiles et des commentaires là où c'est possible. Pour vos suggestions d'invités, n'hésitez pas, je suis joignable sur le compte Instagram du podcast, Réel Podcast. Merci encore à toutes et à tous d'être de plus en plus nombreux à écouter Réel, et à très vite pour un prochain épisode. Owning a business isn't just an occupation, it's a legacy for those you want to pass it on to. At Sandy Spring Trust, succession planning is one of the many aspects of wealth services we provide. We'll work with you one-on-one to answer questions and advise you on valuations, transfer of ownership, and much more. What's your next financial destination? Visit sandyspringbank.com/wealth. Wealth and insurance products are not FDIC insured, not guaranteed, and may lose value. Wealth products offered by Sandy Spring Trust, a division of Sandy Spring Bank.